Si aujourd'hui le design est très spécialement illustré par le magazine de décoration et l'univers domestique, c'est pas complètement par hasard, c'est parce que c'est le terrain où la responsabilité est quasiment nulle pour le designer. En dehors des espaces techniques que peut être la salle de bain et la cuisine, tout le reste c'est de la rigolade. Au sens où que vous fissiez un siège en béton ou en bambou, en carton, en papier, ça n'a aucune importance. Les conséquences sont absolument zéro. Alors que sur le terrain humanitaire, bon ça nous en parlerons tout à l'heure, il s'agit de bien autre chose. Et je voulais revenir sur un petit point historique, puisque l'objectif de cette réunion, et particulièrement de la présence des acteurs, ou collaborateurs ou enseignants qui se préoccupent d'humanitaire, c'est de savoir de quelle manière nous pourrions associer ici ces deux terrains. C'est que le design, historiquement, est quand même né de préoccupations à caractère politique. Il est né en forme d'antidote à des situations critiques. Et il est né de préoccupations qui sont très largement marxistes, qu'on va retrouver tout au long de son histoire, jusqu'à une période assez récente. Qui soit devenu aujourd'hui ce qu'il est, c'est-à-dire très spécifiquement associé à des préoccupations de mode ou de marketing, c'est une déviation de ce qu'étaient initialement ses objectifs et ses buts qui étaient autrement ambitieux en regard d'un projet social et de bouleversement beaucoup plus profond qu'il envisageait. Donc de mener avec des petits moyens, puisqu'effectivement, changer la société avec du mobilier, c'est pas très révolutionnaire. Enfin, je veux dire, du point de vue violent. J'aimerais que nous en arrivions aux acteurs, aux représentants ici du terrain humanitaire. Je vais donner la parole à M. Riefmann, peut-être pour commencer. Dire que vous disiez exactement ce dont vous souhaitez que je parle. Mais bon, moi je suis très intéressé à participer à cette discussion avec vous. Je n'ai pas de connaissances particulières sur le design. Je vais juste vous livrer une anecdote. Dimanche, j'ai rencontré Antoine Choumoff, il est venu me voir et il m'a expliqué que il réfléchissait à cette problématique de design humanitaire et qu'il avait envie d'écrire et de créer, de théoriser ce un concept et de créer donc tout là-dessus. Et j'ai eu au début une réaction un peu triple. J'ai d'abord été interpellé, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? En quoi effectivement il y a un lien entre le design humanitaire? C'est pas effectivement un questionnement premier pour les acteurs humanitaires. Et puis ensuite, je me suis interrogé en me disant, mais après tout, en liant un certain nombre de points sur lesquels je pense qu'on reviendra, Blanche m'amorera dessus, quand on sait ce qu'elle fait à URT, les acteurs humanitaires, ils sont préoccupés aujourd'hui par des questions également de qualité de l'aide. Ils sont aussi préoccupés par le concept de ne pas nuire avec l'aide et donc d'être finalement contre-productif par rapport aux objectifs. Ils sont également préoccupés de plus en plus, et d'ailleurs les bailleurs de fonds publics, les grands bailleurs de fonds publics, on verra peut-être tout à l'heure sur le financement privé et le financement public dans les militaires, mais les grands bailleurs de fonds publics, par exemple la Commission européenne, imposent aujourd'hui, dans le cadre de leur contrat de financement, le respect d'un certain nombre de préoccupations d'ordre environnemental. C'est pas parce que effectivement on vient qu'il y a des opérations d'aide humanitaire qu'il ne faut pas se préoccuper des déchets, il ne faut pas se préoccuper non plus de l'impact sur l'environnement d'un certain nombre de produits. Et donc, troisième réaction par rapport à la démarche d'Antoine Choumoff en ce qui nous voit, c'est effectivement, je me suis intéressé à ce qu'il faisait et j'ai trouvé assez pertinent, en tout cas de poser le problème et d'en discuter avec vous. Alors, je voulais aussi vous rassurer par rapport à ce que vous avez dit concernant la définition du design. Il n'y a pas non plus de définition d'humanitaire qui fasse consensus.
Donc là-dessus, on a au moins un point commun déjà. Donc, personne n'est vraiment à même de définir ce qu'est l'humanitaire, en ce sens qu'il y a plusieurs acceptions, il y a plusieurs approches. Il peut y avoir un humanitaire qui est du point de vue de certains, qui est finalement un humanitaire uniquement d'urgence, comme on dit, uniquement face à une situation de catastrophe ou de conflit armé, où il y a des populations en situation de vulnérabilité, très grande détresse, voire en situation de survie. Mais il y a aussi d'autres conceptions de l'humanitaire qui sont des conceptions plus larges, qui vont au-delà de la crise elle-même et qui vont effectivement dans la gestion de la crise ou dans le post-crise. Et puis il y a également aujourd'hui dans l'humanitaire une dimension de ce qu'on appelle le plaidoyer dans notre jargon, c'est-à-dire effectivement la prise de position, l'argumentation, essaie de faire changer par exemple des règles, des normes internationales. Donc on a de ce point de vue une très grande diversité. De la même manière, on a une très grande diversité en termes d'acteurs, puisqu'on pense très souvent aux ONG, organisations non gouvernementales, comme Médecins sans frontières, Médecins du Monde, Action contre la faim, Handicap ou d'autres, pour citer des ONG connues en France. Il y en a bien d'autres ailleurs, au nord comme au sud, dans les pays émergents. Mais il y a d'autres acteurs non gouvernementaux que sont les acteurs Croix-Rouge, avec effectivement la Croix-Rouge française, qui a un département des opérations internationales très conséquent. Et puis il y a le Comité international Croix-Rouge, il y a toute une série d'acteurs. Et puis vous avez à côté de cela des acteurs publics qui sont les agences des Nations Unies. Vous avez aussi les États qui, même si certains le contestent, qui aujourd'hui font une action humanitaire d'État, ou en tout cas allèguent. Donc il y a une très grande diversité d'acteurs. Il y a une grande diversité aussi de financement. Et puis il y a des acteurs, certains sont ici représentés, qui sont comme Nutrisec, qui sont à la fois des acteurs de terrain, qui ne sont pas stricto sensu, qui ne sont pas des organisations humanitaires, mais ils en parleront beaucoup mieux que moi, mais qui sont des acteurs très conséquents sur un domaine de l'humanitaire qui est, je terminerai là-dessus cette première intervention, qui est le domaine de la nutrition. Car là aussi, il y a une grande diversité dans l'humanitaire sur ce que recoupe le concept d'aide. Il y a évidemment l'aide en matière médicale, suite d'une catastrophe naturelle ou d'un conflit armé, mais il y a aussi tout ce qui est la question de la nutrition, la question de l'accès à l'eau, la question de l'abri dans un camp de réfugiés ou dans un camp de déplacés. Donc là aussi, ça touche à des acteurs qui vont, des fournisseurs, des prestataires, et qui vont donc travailler avec les organisations humanitaires. Donc là aussi, il y a une très grande diversité dans la matière, et c'est un monde qui est très régi finalement par des interactions à la fois à l'intérieur du milieu humanitaire entre diverses organisations. Les ONG travaillent avec le CICR, travaillent avec les Nations Unies et travaillent avec des acteurs comme Nutrisec. Il y a l'UNICEF qui est ici donc en tant que également donc en tant qu'agence des Nations Unies et collecteur de fonds aussi en France pour ces activités. Donc il y a une très grande diversité aussi de ce point de vue. Je voudrais donner maintenant la parole à Dominique Weissman, parce que c'est aussi avec Antoine la seule qui se trouve, alors plus qu'Antoine, à cheval entre les deux terrains du design et de l'UNICEF. Quand on dit que design et action humanitaire n'ont pas de rapport,
On se rend compte évidemment que c'est déjà une erreur au départ. Ce matin, j'étais dans un arrêt de bus JC Deco, exemplaire d'une certaine pratique du design en matière de mobilier urbain. À l'intérieur de cet arrêt de bus, il y avait une affiche collecte de dons pour le Sahel. Affiche qui avait été également dessinée. C'est une forme de design, c'est du design graphique en l'occurrence. Donc là aussi, on a cet exemple de collaboration qui est souvent très critiqué, puisque ça fait partie des choses qui sont reprochées souvent aux structures humanitaires aujourd'hui, à savoir qu'un pourcentage trop important de leur budget passe dans des opérations de communication destinées à récupérer des fonds. Donc la question que je voudrais poser, là on en arrive presque aussi au cœur de ce débat, c'est puisque la question n'est pas... L'action humanitaire a eu déjà une quarantaine d'années au sens international sans frontiériste où elle est aujourd'hui. Le design lui-même a presque 200 ans d'histoire. Pourquoi ne se sont-ils pas plutôt rencontrés? Ou se sont déjà-ils rencontrés? Mais pourquoi est-ce que les proportions de cette collaboration sont aussi limitées? Vaste question. D'abord UNICEF 1946, donc ça fait un peu plus que 40 ans. Le design et l'humanitaire se sont toujours rencontrés. Je pense que le problème vient surtout de l'interprétation que nous avons en France du mot design. Nous avons la chance ici d'avoir parmi nous Brigitte Borjac, chercheur en design management, qui pourra peut-être tout à l'heure intervenir sur ce point, mais le mot français est tellement réducteur, comme vous l'avez dit, sur l'interprétation du design et que l'on circonscrit uniquement au mobilier et au style, qu'on oublie complètement que, bien sûr, design et humanitaire, ça fonctionne très bien. Si on prend simplement les actions de l'UNICEF au niveau international, et en particulier menées dans le cadre des Nations Unies aux États-Unis, il y a déjà plusieurs initiatives, plusieurs actions, je dirais, qui sont faites pour associer le design et l'humanitaire. Il y a une première action qui a été menée entre 2009 et 2011 sur UNICEF Design Days, donc vous voyez, très proche de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, où l'UNICEF a demandé à des ingénieurs et à des designers de collaborer ensemble, enfin de travailler ensemble en groupe, pour analyser un petit peu tous les challenges auxquels l'UNICEF avait à faire face dans un certain nombre de pays. Et ça a donné lieu à des méthodologies de co-design, de co-création que nous connaissons bien par ailleurs, où effectivement à la fois la technique et le designer ont collaboré pour imaginer des produits. Il y a une autre action qui est menée également aux États-Unis qui s'appelle Design for UNICEF. Donc je vous invite, si vous tapez ces mots-clés dans Google, vous tomberez spontanément sur les sites qui en parlent. Design for UNICEF, c'est un programme universitaire qui est mené à New York pour demander à des étudiants de travailler justement sur ces problématiques de design humanitaire, mais dans une approche extrêmement pragmatique. Parce que là, finalement, on parle beaucoup de choses très théoriques, mais le design, c'est pragmatique, c'est pratique, exactement. Et donc, ces étudiants avaient comme objectif de créer des prototypes pour répondre aux différentes problématiques auxquelles ont à faire face les organisations humanitaires, qui sont l'eau, la santé, l'alimentation, l'éducation. Tous ces prototypes sont visibles sur le site internet Design for UNICEF. Et l'un de ces prototypes a donné lieu d'ailleurs à un produit dont je peux parler dès maintenant, qui s'appelle le Digital Drum. Ce Digital Drum, qui veut donc dire tam-tam numérique ou tambour numérique, a été considéré par Time Magazine en 2011 comme l'une des 50 meilleures innovations au monde. Il a donné lieu à une exposition en début d'année au Smithsonian Museum. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une démarche qui a été menée pour l'Ouganda, partant du principe qu'en Ouganda, seulement 3% de la population accédait à Internet, et partant également du principe que l'accès à l'information, on en parle peu peut-être dans les actions humanitaires, mais l'action à l'information est tout aussi importante que l'action à l'éducation, et donc l'accès à Internet est une manière
d'éviter des taux de criminalité trop importants, ou en tout cas de responsabiliser davantage la population. Donc, partant de là, et partant du principe que les contraintes de coût étaient considérables, ce Digital Drum a été réalisé à partir de bidons recyclés, à partir de matériaux qui étaient disponibles sur place. Et donc, en fait, c'est un kiosque numérique qui ressemble, comme on n'a pas de projection, je l'ai photocopié pour que vous essayiez de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, les bidons, vous pouvez le faire circuler si vous voulez. Donc ce kiosque est mis en place à l'extérieur d'un bâtiment qui est le bâtiment de la communauté, du village ou de la ville, et toute la population y a accès. Il y a une maintenance de ces kiosques numériques, il y en a une centaine qui ont été fabriqués maintenant, donc il y a une maintenance qui est encore assez coûteuse, et c'est trop coûteuse par rapport au coût de fabrication de l'objet. Mais bon, c'est important de savoir. Alors, je vous ai effectivement donné des exemples récents, il y a des exemples plus anciens, comme par exemple le kit éducatif qui avait été mis en place, développé par l'UNICEF il y a déjà une vingtaine d'années, qui est tout simplement une mallette en fer, qui est un peu la mallette du magicien, avec à l'intérieur de la mallette tout un tas de matériel dont ont besoin et les enseignants et les élèves. Donc la mallette contient de quoi, du matériel pour 80 élèves. Et puis, il y a tout un tas d'astuces. Le couvercle de la mallette se transforme en tableau sur lequel on peut écrire pour faire les opérations, etc. Donc, mon message, c'est de dire, on fait du design sans le savoir. Évidemment, dans les organisations humanitaires, intègrent une démarche de conception pour l'humanitaire et pour les populations défavorisées et pour les populations pour lesquelles c'est vital. Ce qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, c'est la coordination de cette démarche. Et si je fais un peu le parallèle avec ce qui s'est passé dans le développement durable il y a une dizaine d'années, dans le développement durable, c'était pareil, vous faisiez un radio-trottoir pour dire design et développement durable, que ça fonctionne ensemble. La réponse, c'est de dire, on ne voit pas très bien le rapport. Alors qu'aujourd'hui, c'est évident que l'ensemble du cycle de conception, fabrication, réutilisation et destruction d'un objet, le designer est impliqué dans toutes les phases du cycle de production d'un produit. De la même manière, le design et l'humanitaire vont devenir une évidence, je pense, dès lors qu'il y a des initiatives que je trouve remarquables comme celle d'Antoine, qui va permettre d'une part de coordonner les actions de tous ceux qui en font sans le savoir ou sans le dire, et puis d'autre part peut-être, rêvons, de créer une sorte de label qui va permettre de déterminer un certain nombre de critères auxquels devront répondre des produits, alors là on est plutôt dans le produit industriel, pour